Une femme simple a été expulsée de la première classe parce qu'elle avait l'air pauvre, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle en était la propriétaire. Elle a été humiliée devant tout le monde pour avoir porté une simple robe en lin. Expulsée de la première classe, traitée comme une intruse, enregistrée par des passagers riant de son audace de s'asseoir parmi les riches. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette femme possédait 40% de la compagnie aérienne. Et ce qu'elle a fait ensuite, sans crier, sans se venger, est devenu un exemple mondial de dignité, de justice et de transformation. Si vous avez déjà été discrédité simplement à cause de votre apparence, cette vidéo est pour vous. Dieu exalte les petits au bon moment. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous montrera que la victoire vient silencieusement, mais arrive avec force. Et avant de commencer, un petit message. Plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos de la chaîne ne sont pas encore abonnées. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci peuvent toucher et transformer des vies, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. Passons à l'histoire. Claire Moreau avait 34 ans lorsque ce vol Paris-Marseille a redéfini le cours de sa vie et celui de toute une compagnie aérienne. C'était un matin doux, un de ces matins où le vent vous effleure le visage, même en été, et les cafés se préparent encore à accueillir la première ruée des cadres en retard. Le terminal 2F de Charles de Gaulle bourdonnait d'une symphonie de roues de bagages, d'annonces en français et de voix étouffées. Claire portait une robe en lin brut légèrement froissée, de simples ballerines et un sac à dos gris, effiloché sur les bords, comme s'il contenait plus d'histoire que d'objets. Elle ressemblait à un professeur d'art d'Aix-en-Provence, ou peut-être un architecte indépendant du XIe siècle. Personne là-bas n'aurait pu imaginer qu'elle était la cofondatrice de Volance, l'une des compagnies aériennes les plus respectées de France et propriétaire de 40% des actions. Cabine première, où régnait le silence entre regards mesurés, vin mousseux frais et parfums de niche. Lorsqu'il tendit le billet au réceptionniste, un jeune homme en blazer marron avec un accent du Nord, il fronça les sourcils 2 secondes de trop. « Madame, cet espace est réservé aux passagers premières, » dit-il avec une politesse fabriquée. Claire a simplement pointé du doigt le numéro sur le ticket. Un mât. Le garçon hésita, passa un appel rapide et en quelques secondes, un autre employé apparut. L'atmosphère est devenue dense. Une femme avec un chignon serré et un collier Dior murmurait quelque chose à son mari qui décrochait déjà le téléphone. La tension était subtile, presque polie, mais visible. C'était le genre de jugement silencieux que Paris avait perfectionné au fil des siècles. Ce qui s'est passé dans les 3 minutes qui ont suivi était le genre d'embarras qui vous ronge de l'intérieur. L'un des préposés lui a demandé d'attendre un moment pendant qu'il consultait le superviseur. Claire se tenait là, tenant le billet avec la même main qui tenait autrefois le contrat d'acquisition de la flotte internationale. Mais là, personne n'a vu ça. Ce qu'ils ont vu était une femme simple, avec une apparence déplacée. Et elle le savait. Le regard du gardien de sécurité dans le coin gauche. L'hôtesse d'Air Baltique essaie de cacher son rire. Le passager d'à côté filmant discrètement avec son téléphone portable. À son arrivée, la responsable avait déjà pris sa décision. « Madame, il y a malheureusement eu une erreur système. Pouvons-nous vous proposer un siège en classe économique pendant que nous réglons ce problème ?» La phrase est venue avec un sourire glacial. Claire fixa la femme pendant 3 secondes, non pas avec colère, mais avec une froideur qui effraie. Il prit une profonde inspiration, sortit son téléphone portable de la poche intérieure de son sac à dos et passa un seul appel. « Bonjour, c'est Claire, je suis au CDG, fais ce qu'on a dit. » Et il a raccroché. Personne là-bas n'a rien compris. Elle a accepté le siège économique, sans discuter. Il était assis à l'arrière de l'avion, entre une dame avec des sacs hors taxe et un adolescent avec d'énormes écouteurs. Mais alors que tout le monde pensait avoir vaincu cet intrus, à l'autre bout du fil, un cadre du siège de Volance à Lyon envoyait déjà des courriels au service RH, communication et opération. Claire n'avait pas besoin de crier.
Elle avait juste besoin d'un clic. Le vol de Paris à Marseille a duré un peu plus d'1 heure, mais pour Claire, chaque minute passée dans ce siège inconfortable était calculée. Elle gardait son regard fixé sur la fenêtre, ne répondant pas aux tentatives de conversation autour d'elle. Il observait les nuages comme s'il se souvenait d'anciennes promesses. Le silence était stratégique. Son intention n'était pas d'embarrasser qui que ce soit, mais de permettre à chaque décision prise à cette porte d'embarquement de révéler en elle-même le manque de préparation structurelle de l'entreprise qu'elle a contribué à fonder. Et elle le savait. Il ne suffisait pas de diriger depuis une pièce vitrée à Lyon. La véritable réforme commence au sommet, là où les gens décident en quelques secondes qui mérite le respect. Lorsque l'avion a atterri, Claire a été la dernière à débarquer. Il a évité le regard de l'équipage et a refusé de commenter quoi que ce soit. Sa posture disait tout, un professionnalisme absolu, mais avec une tension latente. Au même moment, à un autre étage de l'aéroport de Marseille, 2 responsables de Volance l'attendaient, non pas par courtoisie, mais parce qu'ils venaient de recevoir une convocation interne urgente. La présidente du conseil d'administration avait été informée qu'une passagère avait été harcelée en raison de son apparence. Le nom du passager, Claire Moreau, fondateur, actionnaire majoritaire, à l'origine de 2 fusions internationales et créateur du nouveau concept de cabine première. La nouvelle s'est répandue dans tout le siège de l'entreprise avant même qu'elle ne descende de l'avion. Les gérants étaient pâles. L'un d'eux tenait un dossier que personne ne lui avait demandé, comme si le fait d'avoir un objet entre les mains pouvait compenser son manque de préparation. Claire leur fit simplement un signe de tête et se dirigea silencieusement vers le salon exécutif Volance de l'aéroport. À son entrée, il a demandé que toute l'équipe chargée de l'assistance au sol pour les prochaines 24 heures soit réunie. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pointé personne du doigt, mais sa présence là-bas, silencieuse, ferme, propriétaire de 40% de l'entreprise, a suffi à avoir plus d'impact que n'importe quelle réprimande. L'épisode de l'embarquement n'était pas un cas isolé. Elle le savait. Ce que la presse appellerait discrimination silencieuse était pour Claire un système défectueux soutenu par des hypothèses visuelles. Dans la salle de réunion, les fenêtres ouvertes sur la piste, elle a attendu que tout le monde soit assis avant de dire le premier mot. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 11 ans, j'ai vécu le Volance comme un passager invisible. La sentence est tombée avec le poids d'une sentence. Personne n'osait interrompre. Claire a ensuite présenté calmement les rapports qu'elle avait reçus au cours des derniers mois. Des clients d'apparence ordinaire recevant un traitement d'inférieur, des passagers contrôlés 2 fois pour porter des vêtements plus modestes et même des commentaires internes capturés par des caméras de sécurité. Rien de tout cela n'était nouveau. La différence est que, maintenant, la personne qui parlait n'était pas un client ordinaire. Elle était la fondatrice de l'entreprise. Et elle était là pour tout changer, de l'intérieur vers l'extérieur. La première mesure annoncée lors de cette réunion était simple. L'ensemble du personnel au sol, sans exception, serait soumis à un nouveau processus de requalification. Le terme utilisé n'était pas « formation », mais « reformulation de la culture ». Claire a été catégorique. Il ne s'agissait pas de corriger des erreurs spécifiques, mais de repenser les critères invisibles qui déterminaient la valeur attribuée à chaque client. Elle a présenté un plan en 3 phases, commençant par des audits anonymes, suivis d'ateliers avec des experts en psychologie sociale et se terminant par un programme de mentorat interdisciplinaire interne. Nous voulons former des professionnels qui reconnaissent la valeur avant l'apparence, qui servent avec respect avant l'identification visuelle, a-t-il déclaré. La phrase a été consignée mot pour mot dans le compte-rendu de la réunion. Mais il ne s'agissait pas seulement de changements internes. Claire a décidé qu'à partir de ce mois-là, toutes les campagnes Volance ne présenteraient plus exclusivement des mannequins en tenue de luxe dans des salons de première classe. La nouvelle communication mettrait en avant de vraies personnes, artistes indépendants, enseignants, travailleurs de différents secteurs, utilisant les services de l'entreprise dans leur vie quotidienne. La proposition était claire, rompre
avec l'image élitiste et ouvrir un espace à la pluralité. À cette fin, Claire a également tenu à organiser des rencontres personnelles avec l'équipe de branding et de communication visuelle. Nous ne voulons pas paraître inclusifs. Nous voulons être inclusifs, a-t-il déclaré, concluant la conversation d'un regard ferme. L'impact de ce changement fut immédiat. Les journalistes qui avaient jusque-là ignoré les rapports de Volance demandèrent désormais des interviews de toute urgence. Alors que les répercussions externes s'amplifiaient, l'environnement au sein de l'entreprise commençait également à changer. Les employés qui se contentaient auparavant de protocoles répétitifs automatiques ont commencé à observer les passagers de plus près, non seulement pour vérifier les noms et les classes d'internat, mais aussi pour voir qui était devant eux. L'histoire de Claire, initialement gardée secrète, a fini par être révélée par un collaborateur de Volance lui-même. Un message anonyme est apparu sur un forum d'aviation sur Internet décrivant ce qui s'est passé à Charles de Gaulle. En moins de 48 heures, l'histoire a été traduite en 5 langues et a atteint des centaines de milliers de vues. Des images de l'embarquement, enregistrées par un passager et partagées plus tard sur les réseaux sociaux, ont permis de confirmer l'authenticité de l'histoire. La femme discrète, avec une robe en lin et un bracelet ancien, est devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Claire a cependant refusé les interviews. Dans son unique déclaration publique, diffusée dans une vidéo interne aux employés, il a simplement déclaré « Le problème n'est pas un uniforme trop serré ou un billet froissé. Le problème réside dans la façon dont nous avons appris tout au long de notre vie à associer la valeur à l'apparence. Et chez Volance, nous allons rééduquer cela. » Le discours a été accueilli par des applaudissements, mais aussi par un certain malaise. Beaucoup se sont sentis exposés, d'autres soulagés. Pour la première fois, quelqu'un doté d'un réel pouvoir s'exprimait sur un problème que tout le monde connaissait mais que personne n'osait nommer. Et le plus surprenant, elle n'a pas blâmé, elle a reconstruit. Dans les coulisses, le changement de culture n'a pas été facile. Certains employés de longue date ont résisté, affirmant qu'ils avaient toujours suivi les protocoles et que l'épisode n'était qu'un malentendu isolé. D'autres, plus jeunes, étaient partagés entre la peur de faire des erreurs et l'enthousiasme pour la nouvelle posture de l'entreprise. Claire savait qu'il ne servait à rien d'imposer des valeurs, il fallait provoquer la réflexion. Il a donc invité des collaborateurs de différents niveaux à des séances d'écoute à huis clos. Là, ils ont entendu des témoignages de passagers jugés pour leurs vêtements, leur accent ou leur façon de marcher. Les histoires étaient variées. Un violoniste pris pour un mendiant, un entrepreneur traité avec dédain parce qu'il voyageait sans maquillage, un ingénieur noir arrêté alors qu'il essayait de s'asseoir en première classe. Le malaise était évident, mais nécessaire. Au cours d'une de ces séances, un employé de l'internat s'est mis à pleurer. Elle a expliqué que sa propre mère, qui travaillait comme femme de ménage à Toulouse, avait été empêchée de monter à bord car elle ne semblait pas être une cliente prioritaire. Elle n'avait jamais eu le courage d'en parler à qui que ce soit au sein de l'entreprise. Claire s'approcha, s'assit à côté de la femme et lui tint la main pendant quelques secondes, en silence. La salle entière devint silencieuse. C'est là que beaucoup ont compris que cette transformation n'était pas une campagne de marketing, ni un mouvement superficiel pour faire la une des journaux. C'était quelque chose de personnel, authentique, et cela venait de quelqu'un qui, même au sommet de la hiérarchie, était prêt à s'asseoir parmi ceux que personne ne voit. Au fil du temps, des réflexions ont commencé à apparaître dans de petites interactions. Les simples passagers ont commencé à être appelés par leur nom. Les clients qui étaient auparavant ignorés reçoivent désormais de sincères remerciements. Le nombre de plaintes pour traitement discriminatoire a considérablement diminué au cours des 3 premiers mois suivant l'épisode. Plus encore, Volance a commencé à être cité dans des séminaires universitaires et des conférences internationales comme un cas rare de correction éthique menée de l'intérieur vers l'extérieur. Et pendant ce temps, Claire maintenait sa routine comme toujours. Discrète, ponctuelle, concentrée, elle a rejeté toute tentative de la presse de la transformer en symbole de l'autonomisation ou du leadership féminin.
Pour elle, l'épisode ne la concernait pas. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque tout le monde oublie où commence le respect. Un matin, alors qu'elle embarquait sur un vol de sa propre compagnie, Claire s'est assise au rang du milieu, entre deux passagers inconnus, alors qu'elle avait accès à vie à la cabine première. L'un des commissaires l'a reconnue, mais n'a rien dit. Il la regarda simplement avec un sourire retenu et lui offrit une bouteille d'eau à deux mains dans un geste respectueux. Elle accepta, le remercia doucement et retourna observer le mouvement dans le couloir. C'était suffisant. Il ne s'agissait pas de position, d'action ou de titre, il s'agissait du geste. Il s'agit de restaurer petit à petit une culture où personne n'avait besoin de prouver sa valeur pour être traité avec dignité. La reformulation a également touché l'architecture des espaces. Claire a personnellement approuvé la restructuration des salons volants dans tous les aéroports français. Les espaces, auparavant marqués par des lignes austères et des œuvres d'art inaccessibles, ont été repensés sur la base de concepts d'hospitalité et d'accueil. Un mobilier plus simple, une lumière naturelle, des cafés de petits producteurs et des espaces calmes pour lire ont remplacé les excès du luxe ostentatoire. L'intention était claire, transformer l'expérience en quelque chose d'humain, de confortable et non en un spectacle d'exclusivité. Lors d'une visite d'inspection du nouveau salon de Lyon, Claire a remarqué un jeune père essayant de calmer son fils avec un livre de coloriage. Elle s'assit à proximité, ramassa un crayon bleu par terre et le tendit à l'enfant. Ce n'était qu'un geste, mais suffisant pour être photographié par un employé et diffusé en interne comme symbole de la nouvelle phase de l'entreprise. D'un point de vue financier, Volance n'a pas seulement maintenu ses performances, elle a progressé. La réputation que Claire s'est bâtie a attiré de nouveaux investisseurs, notamment des fonds ESG intéressés par des entreprises ayant un véritable impact social. En interne, le taux de rotation du personnel a considérablement diminué et les taux d'engagement ont grimpé en flèche. Mais plus que les chiffres, c'est un changement notable dans les perspectives des équipes qui a été observé. La peur de faire des erreurs a été remplacée par une recherche authentique du succès. Pour la première fois, de nombreux employés ont commencé à être fiers de l'endroit où ils travaillaient, non seulement en raison du prestige de la marque, mais aussi en raison de la culture qu'ils contribuaient à construire. Et au centre de tout cela, sans discours public ni photo de couverture, se trouvait Claire, stable, silencieuse et de plus en plus invisible sous les projecteurs, comme elle l'avait toujours préféré. Ce n'est que quelques mois après l'incident que Claire est revenue à l'aéroport Charles de Gaulle, dans le même terminal, portant volontairement la même robe en lin. Cette fois, personne n'a hésité. L'agent de sécurité l'a saluée par son nom. Le préposé au guichet a vérifié le billet et l'a remercié avec un léger sourire. Il n'y avait aucune exagération, aucune révérence inutile. Juste le respect qui aurait toujours dû exister. Claire s'assit tranquillement à la porte d'embarquement, regardant autour d'elle. Il a vu une dame avec un foulard coloré recevoir l'aide d'un employé pour comprendre la correspondance du vol. Il a vu un jeune homme portant un simple t-shirt être traité poliment lorsqu'on lui demandait son chemin. Là, dans ce scénario apparemment ordinaire, elle réalisa que la transformation ne dépendait plus de sa présence. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire ôta sa robe et la plia soigneusement, comme pour fermer un cycle. Elle a remis le morceau dans la boîte où elle gardait des vêtements qui avaient une signification, ainsi que le bracelet de sa mère et une lettre de son grand-père. Il a ensuite fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il a allumé un vieux tourne-disque et a mis un disque de jazz français. La musique remplissait l'appartement silencieux alors qu'elle était assise près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, Claire a pris une grande inspiration sans le poids de ce qu'elle devait réparer. La douleur qu'elle portait, celle d'être ignorée, sous-estimée, manquée de respect, s'était transformée. Ni par vengeance, mais dans la structure. Et désormais, c'est l'entreprise elle-même qui porte l'engagement qui était auparavant le sien. Quelques mois plus tard, Claire reçoit une lettre manuscrite. C'était du superviseur qui, ce jour-là à l'aéroport, lui avait suggéré de prendre la classe économique. La lettre était simple, pas d'excuses répétées,
juste une reconnaissance sincère. La femme a déclaré que ce jour avait été un tournant dans sa vie professionnelle et personnelle. Il a révélé qu'après l'épisode, il a commencé à repenser son attitude envers ses collègues, ses clients et même ses propres enfants. Vous auriez pu me dénoncer, me licencier ou m'humilier. Au lieu de cela, vous nous avez appris quelque chose que beaucoup ignorent. Le pouvoir du silence catégorique. Merci de ne pas m'avoir détruit. Claire a lu la lettre lentement. Elle l'a gardée dans la même boîte où se trouvaient la robe et le bracelet. Un autre symbole, non pas de douleur, mais de réparation. L'histoire de Claire Moreau, qui a commencé par un embarras public, n'a jamais fait la une des journaux officiels. Ce n'était pas sur la couverture d'un magazine, ce n'est pas devenu une campagne. Mais cela s'est propagé comme un courant invisible parmi les professionnels des aéroports, les agents de bord et même d'autres entreprises. On a commencé à en parler comme d'un cas interne lors des réunions de formation. Elle est devenue une référence silencieuse de celle qui ne s'impose pas, mais qui façonne les comportements. Et c'était exactement ce que Claire voulait. Que son expérience ne serait plus la sienne, qu'il appartenait à quelque chose de plus grand, dans une culture où personne n'avait besoin de prouver qu'il méritait le respect, où la valeur de quelqu'un ne résidait pas dans ses vêtements, sa montre ou son nom de famille. Un endroit où même si vous entrez avec une robe froissée et un sac à dos délavé, vous serez reconnu pour ce qui compte vraiment. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.